Donc ça, c'est un ver planaire. Voir les liens dans la description. Donc on le coupe en deux, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours vivant. Et il se fait même cela lui-même tout le temps, car ils ont la capacité de se régénérer une tête ou une queue, ou à partir de la queue, ils régénèrent la tête. C'est leur façon de se reproduire. Il a même été créé des planaires à 2 têtes, à 3 têtes. On peut mettre en relation donc à la croissance des grenouilles et des crapauds, et donc des têtards. On peut même créer des têtards avec un œil sur leur queue. Et la création d'organismes synthétiques, donc artificiels, est en relation avec la croissance du tétard. Donc on va voir que la grenouille et le planaire sont similaires quelque part, en tout cas dans la régénération des membres, et ça sans ingénierie génétique. Donc on se pose la question dans le futur, qu'on va pouvoir régénérer les membres d'une souris ou d'un humain. Donc voilà, petit documentaire sur le futur de la bioélectricité. Donc les humains, comme tous les êtres, ont des millions de cellules avec une membrane et avec des canaux à ions, des canaux ioniques. Entre parenthèses, ce modèle est faux en fait. Donc il y a un potentiel de voltage constant dans la membrane cellulaire à travers, donc un gradient d'électricité entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule grâce à ces ions, comme les différents potentiels d'action des axons dans le cerveau, des cellules nerveuses, et l'étude de l'électricité dans le cerveau. Donc c'est qu'une bioélectricité avec des potentiels électriques et voltages qui se passe partout dans le corps, dans toutes les cellules, grâce à ces canaux ioniques et ces ions qui bougent dans dehors de la cellule et inversement. Donc cela polarise la cellule. Donc toutes ces cellules polarisées créent une polarité à une échelle plus large. Donc il y a des polarités entre la queue et la tête d'un ver planaire. Donc la bioélectricité est aussi externe au corps. Donc par exemple quand il y a une blessure, il y a un courant électrique dans cette blessure. Et on peut améliorer la guérison en accroissant le courant. Et ça sera le sujet d'une autre de mes vidéos. Donc on en revient au planaire polarisé. C'est des signaux qui vont dire au corps et aux cellules s'il faut faire recroître une tête ou une queue, une fois coupée en deux. C'est comme couper un aimant en deux. L'aimant ne se coupe pas en nord-sud, va recréer un dipôle nord-sud. Donc comme s'il faisait repousser le pôle manquant. À la coupure, certains enzymes se produisent, dépendant de si c'est vers la tête ou la queue. Si par exemple on coupe un morceau au milieu du verre, on va voir que chaque côté aura un voltage différent, un potentiel électrique différent. Et ces voltages, ces signaux vont entraîner différents processus pour qu'une tête ou une queue se repousse. Et c'est là que c'est cool. Entre parenthèses, Jacques Fruit pense que c'est pas cool du tout. Donc si on reprend ce morceau de verre, qu'on rajoute un antibiotique, ici la nigéricine, le voltage du côté droit va avoir le même potentiel que le côté gauche. Cela donc entraîne une stimulation de la croissance d'une tête de chaque côté de la blessure. Donc on a un ver à 2 têtes et on peut même répéter ce processus pour à chaque fois créer des vers à 2 têtes. Et en fait on peut changer le potentiel de voltage à n'importe quel endroit du corps et faire pousser un ver à 3 têtes et même à 4 têtes. Ici 2 têtes et une queue. Et c'est pas limité au ver plat mais à d'autres espèces de vers. Simplement en altérant le potentiel de voltage. Ça a été fait par Michael Levin. Entre parenthèses, ça sent le géniste. Donc allez voir ces références dans la description. 2 autres choses sur le ver. Tu coupes le ver en deux et que tu prends la queue, ça va régénérer une tête et qui aura toujours la mémoire de la tête ancienne. Il se rappellera d'où est la maison. Tu peux aussi changer le potentiel électrique à l'endroit de la blessure pour faire croître des têtes d'autres espèces. Bon, cette tête d'une autre espèce, au bout de 30 jours, retourne à la tête de l'espèce d'origine quand même. Mais ça veut quand même dire qu'on a fait croître une tête d'une espèce différente. Entre parenthèses, c'est des tarés. Et tout ça sans manipulation génétique, simplement avec la bioélectricité du corps. Donc pour les grenouilles qui ne peuvent pas régénérer les membres, au contraire d'une autre espèce amphibienne de type salamandre, l'axolote, voir dans les liens. Donc la grenouille perd cette habilité de régénération de membres quand elle se transforme de tétard en grenouille. Donc voilà des tentatives de régénération après amputation. Ça repousse un tout petit peu, c'est tout. Mais si on ampute cette jambe, et que si on y attache un bioréacteur, on voit ça d'ailleurs dans le film Starship Trooper. Donc dans ce bioréacteur, on met de la progestérone, qui est un neurostéroïde, donc qui promeut la régénération nerveuse. Là, le membre se régénère. Là, on voit sa régénération sur 10 mois. Même le palmage entre les doigts et même la mobilité. Et ça, c'est avec une utilisation d'un bioréacteur seulement 24 heures. Et cela a stimulé donc les 10 mois de régénération. Ça, c'est une surrégulation de cette progestérone qui interfère avec les processus cellulaires. Et un de ces processus est le contrôle de la modulation du potentiel électrique de la membrane cellulaire. Donc on a un potentiel bioélectrique de pro-régénération. C'est les mêmes processus de croissance du passant du tétard à la grenouille qui fait croître les membres, qui est utilisé pour régénérer un membre en entier plutôt qu'un tout petit morceau. On peut observer ces changements dans le cartilage, une augmentation de la vascularisation,
et de l'énergie, l'apport d'énergie. Il y a une cross-communication entre le membre coupé et non coupé. Mais cela n'est pas encore bien compris. Donc maintenant qu'on a parlé du tétard et du plein air, que se passe-t-il ensuite? L'application aux mammifères, par ce fameux Michael Levin, qui veut arriver à l'étape de médecine humaine. Donc je reviens tout de suite sur ce sujet. Donc maintenant qu'on sait comment manipuler ces champs bioélectriques, et créer ces vers à 2, 3, 4 têtes, et ces processus de régénération des membres, comment peut-on jouer avec cela? Entre parenthèses, j'espère qu'il est ironique. On prend la grenouille, on la remet en forme de tétard, on voit comment ça morphe, on s'aperçoit que même si les yeux descendent ou montent pendant la formation, ils reprendront toujours leur position correcte. Cela corrige naturellement la position, et le corps fait cela en trouvant le gradient le plus bas dans le profil, le potentiel restant. Si le corps détecte que l'œil est trop haut, en repérant par le fait que l'œil est en haut de ce potentiel de repos, il va bouger l'œil vers le potentiel le plus bas, donc dans le creux du schéma rouge, rouge-orange. C'est le même profil de potentiel de repos qu'on retrouve où est la tête et la queue ici. Donc la queue est aussi en bas d'un autre gradient. Donc voilà, on prend ce tétard, on va lui enlever les yeux et on va en attacher un sur la queue. Le mec il croit que c'est drôle en disant qu'il est toujours aveugle, donc il met un fond noir ici. Donc il dit que comme il a mal à la tête, on va lui donner un genre de paracétamol. Le mec qui a fait la vidéo, il est con, hein, c'est tout. Donc on a une croissance et régénération des nerfs par modulation de ce potentiel de repos, donc en altérant la bioélectricité du corps. Donc maintenant on altère ce potentiel au niveau de l'œil qui a été greffé sur la queue du tétard et on voit une régénération nerveuse. Donc on voit le système nerveux croître de cet œil et se réattacher au système entier. Et maintenant notre tétard aveugle peut voir de son œil de la queue. Et pour lui, le commentateur, c'est fun de leur greffer un œil sur le cul ou sur leur dos. Et une dernière expérience sur le tétard, si tu prends de la nicotine et t'exposes le tétard avec, ça va endommager le cerveau. On voit ça sur la photo parce que le cerveau à droite n'est pas autant développé. Mais si tu prends 2 médicaments approuvés par la FDA américaine, des modificateurs de HCN2, qui sont des canaux de potentiel électrique, et ces molécules restaurent le bon potentiel à travers la membrane, même en présence de nicotine. On voit sur les photos, le cerveau est régénéré, et les fonctions du cerveau sont restaurées. Une dernière chose, qu'on peut couper la queue de la salamandre, et on peut greffer ce morceau de queue sur une patte qui a été coupée, et avec le temps, elle se retransformera en membre, en patte. Car à cet endroit, le potentiel bioélectrique sait qu'il doit construire une patte, de par cette énergie potentielle de repos. Donc voilà un extrait de Michael Levin qui dit ça. Et maintenant, donc, le commentateur va nous expliquer des trucs encore plus fun. Et dit qui, si vous n'êtes pas d'accord, écrivez dans les commentaires de sa vidéo. Mais il pense que le futur va être cela. Donc Michael Levin reprend que c'est l'expérimentation et l'application sur les mammifères pour en faire bénéficier l'humain après. Donc on en est où dans les statuts de régénération humaine, entre guillemets, hein, sans les plantes du Dr Morse. Alors attention, il va y avoir des images graphiques. On sait depuis les années 70 que si un membre d'enfant est amputé ou arraché, il va recroître en environ une vingtaine de jours et sans aucun traitement. Mais bon, c'est quand même spécifique aux doigts seulement les enfants très jeunes, alors que les adultes n'ont pas ce pouvoir. Il y a eu des potentiels de régénération avec des greffes de peau, de chair, mais ça n'a jamais été des vraies régénérations. Et Michael Levin n'a pas encore publié de papier sur leurs travaux sur les souris. Mais ici, on a une photo d'un vrai bioréacteur. Et comme ça a déjà été fait pour les grenouilles, cela prend quand même tout son sens qu'on puisse le faire pour les souris. Et ensuite pour les humains. Et la raison pour laquelle les scientifiques y croient pertinemment, c'est que le fœtus a déjà ce potentiel. Et donc c'est inclus dans la génétique. Il faut juste trouver la bonne stimulation. Qu'au lieu que la régénération s'arrête ou ne se fasse pas, que le membre puisse recroître constamment. Michael Levin est persuadé qu'il y arrivera. Il dit que même si on t'a arraché ton bras à 20 ans, à 35 ans, t'en auras un aussi jeune que quand t'avais 20 ans. Donc le commentateur se branle sur Deadpool. Donc voilà le futur. Comme je l'ai dit dans Starship Trooper, tout de suite un bioréacteur après amputation ou accident. Parce que le corps a déjà fait ses régénérations. Il n'y aura pas d'ultra croissance. Voilà le futur de la régénération des membres et du corps. On sait très bien qu'ils ne vont pas l'utiliser pour ça, hein. En tout cas que pour eux. Donc qu'est-ce qui se passe dans les processus où il y a des types de cancers? Michael Levin va ici nous répondre encore. Il pense que les cellules cancéreuses sont simplement des cellules qui ont arrêté d'obéir. Tu vois qu'il a un problème au bras droit, hein. Donc les cellules cancéreuses ont fait une espèce de renversement
vers un type de fonctionnement unicellulaire et traite le reste de l'organisme comme un étranger, ou être en dehors de l'environnement, donc elle fait ce qu'elle veut. Donc dans les processus de régénération et développement, ils peuvent reprogrammer ces cellules cancéreuses. Donc on peut couper le membre de la salamandre qui a une tumeur, et le membre repoussera normalement. On peut aussi mettre des cellules cancéreuses agressives dans un embryon, et l'environnement va dicter cette cellule cancéreuse de redevenir normale. Elles vont réintégrer les tissus normalement. Et donc on ne verra plus la différence, donc ceci entraîne de très grandes choses, notamment pour les thérapies du cancer, car normalement on tue ces cellules avec des toxines, et la chimio est un empoisonnement bien sûr. Et ils pensent que c'est pas la bonne façon de faire. Donc si on pouvait comprendre ces fonctionnements, ça nous éviterait de le faire comme ça, dans la reprogrammation cellulaire. Donc si on arrive à résoudre cette régénération du monde, alors on a aussi une thérapie pour tous les cancers, et pour toute régénération du cerveau et des cellules nerveuses. Et Levin travaille avec l'Institut, c'est un projet Biostase, qui est aussi un projet d'ARPA, et qui peut stopper le vieillissement bien sûr, pour résoudre le problème de vieillissement totalement. Donc lui dit que voilà, maintenant qu'on a résolu le problème d'immortalité, allons voir le futur des organismes synthétiques, donc la biologie synthétique. Donc les cellules des plantes sont similaires aux cellules des animaux, toutes les deux ont de la bioélectricité bien sûr, c'est ce qui les maintient en vie, entre autres. Mais ça va plus loin, j'ai fait une autre vidéo, faites-moi en part si vous voulez ce genre de vidéo dans le futur. Donc on a prouvé qu'on peut mettre plusieurs têtes sur un verre planaire, simplement en modifiant le champ bioélectrique. Et ce qui se passe quand on fait ça sur un embryon de grenouille, ça c'est les prémices des xénorobots, donc du transhumanisme bien sûr. Ce xénobot a été construit à partir de tissu cardiaque et de cellules de la peau de l'embryon de grenouille. Donc elle bouge autonomement et aussi un comportement collectif à l'unisson, même de pouvoir manipuler ou transporter des objets vers de nouvelles locations, positions. Pour utiliser cela pour collecter le plastique des océans, donc faire que le xénobot sécrète des enzymes qui digèrent le plastique en se baladant dans l'océan. Ce mode de transport est intéressant parce qu'on pourrait y mettre des médicaments et donc les faire transporter à l'intérieur du corps. On pourra en venir à ces médicaments qui stimulent la croissance nerveuse sur l'œil de la queue du tétard. On pourrait utiliser un xénobot pour livrer ces médicaments dans des endroits spécifiques du corps. Ici, comme expérience, on pourrait essayer de créer des yeux un peu partout sur le tétard. Et pourquoi pas faire pareil sur une tête humaine. Peut-être qu'on pourrait se faire pousser des yeux un peu partout sur le corps. Ah ouais, c'est des gros tarés, putain. Donc là, le commentateur dit qu'il extrapole, tu vois. Donc il revient sur le fait que utiliser des xénobots pour les médicaments, c'est cool. On devrait lui greffer des yeux dans le cul, quoi. Donc on peut contrôler le comportement collectif de ces xénobots en utilisant Sheepdog, toujours voir dans les liens. Donc c'est un programme de signaux électriques pour contrôler les migrations de cellules. Donc on a un réacteur bioélectrique en haut, un anode et une cathode, ça génère un champ électrique, et en changeant la direction du champ électrique, tu peux changer la direction de mouvement cellulaire. Là le champ fait bouger les cellules en cercle. Donc on peut utiliser ce concept Sheepdog, qui signifie chien-mouton. Donc il ne sait pas exactement pourquoi cela pourrait être utilisé, mais je suis sûr qu'il y a plein d'idées quelque part. Comme le xénobot a été créé d'embryos de grenouilles, on pourrait faire plein de xénobots. On pourrait créer des imprimantes 3D de xénobots, différentes espèces, de la forme que nous voulons. Il faut juste essayer d'exprimer les séquences déjà existantes. Donc il n'y a aucune limite peut-être dans ce qu'on peut designer, créer. Donc là on arrive dans les chimères. Michael Levin a déjà répondu à ce genre de questions. Après la régénération de certains membres, est-ce qu'on peut créer de nouveaux membres dans d'autres régions du corps? Et la réponse est oui. L'idée principale est qu'il faut manipuler ce potentiel de repos, le gradient bioélectrique, pour que le corps puisse penser qu'il devrait y avoir un membre dans cet endroit-là. Ouais, ça fait résonance un peu au champ morphogénique de Sheldrake, donc je vais traduire la vidéo bientôt. Donc voilà, il pense que c'est super cool d'avoir des grenouilles à 4 pattes de derrière. On peut faire pousser un bras sur un bras. Lui, il fait pousser sa connerie sur sa connerie. Donc après, il part dans son délire transhumaniste. On peut se faire pousser sa propre oreille sur son bras pour se la greffer sur la tête. Théoriquement, il faudrait juste modifier ce gradient de bioélectricité dans une location particulière. Et les cascades des processus de régénération feront tout le reste. Tout cela toujours sans faire de modification ADN. Donc même si on pouvait modifier ce potentiel, on pourrait quand même peut-être pas faire pousser des ailes sur le dos, car c'est pas vraiment dans notre ADN. Alors là, entre parenthèses, je suis pas complètement sûr. À moins justement de faire des modifications génétiques à notre ADN pour inclure un potentiel de régénération d'ailes. Donc voilà, on arrive vers les mutants. Donc il semble que les champs bioélectriques soient un des trucs les plus importants, mais cela ne serait pas la seule chose. Mais pour moi, ça a l'air d'être quand même bien plus rapide que la génétique. Simplement parce que après la découverte de l'ADN et de la séquence du génome humain, et donc après la découverte que l'ADN peut simplement être édité pour changer des trucs, il coule les sources donc de dire que l'ADN était le logiciel du corps
qui code pour tout l'organisme. Mais c'est donc pas comme le voit Michael Levin, ce serait pas l'ADN. Et ici plus le champ bioélectrique. Lui voit l'ADN comme le hardware, donc comme un tétard ou une grenouille ou un iPhone. Et donc en manipulant la bioélectricité, ça ferait une update de logiciel qui permettrait de faire ces modifications de membres, ces mutations, sans donc changer le hardware. La raison donc qu'on se focalise sur la bioélectricité, c'est que l'électricité est parfaite pour les choses de genre mémoire et prendre des décisions. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être codé, programmé, par un changement de courant, de voltage à travers des membranes et d'autres conducteurs. C'est comme un transistor, on utilise les circuits de ces choses-là pour faire des opérations mathématiques, numériques, logiques. Donc il a été largement inspiré par le livre de Body Electric de Roberto Baker, je ferai un article dessus d'ailleurs. Alors, en 1986, j'étais à la foire mondiale à Vancouver. J'étais chez un bouquiniste et j'ai trouvé ce bouquin de Roberto Baker, le Body Electric. Ce qui était remarquable avec ce bouquin, en plus de plein d'autres choses, il y avait beaucoup de publications dedans d'avant 1900, donc publications de recherche, que les gens déjà réfléchissaient à des signaux électriques en dehors du corps et en dehors du système nerveux, pendant la genèse de l'embryon, dans les champignons, dans les plantes. Si je devais prendre un moment spécifique, c'est que je dirais que la nature a trouvé que l'évolution a amené cette biophysique de l'électricité sous forme de procédure d'information. Donc voilà le futur de la bioélectricité. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Tous les papiers sont dans la description. Moi j'ai mis des liens aussi. Et il dit qu'il y a plein d'autres idées à explorer. Et il parle de faire des expériences dans l'espace. Qu'il faut le contacter. Blablabla, blabla. Traduction Jacques Fruit. Blablabla. Donc c'est comme hacker les subroutines, les sous-routines du corps, des processus du corps. Là, tu as des gens présents dans les circuits électriques du corps, comme un logiciel. Et nous en sommes donc à l'application sur la souris, in vivo, pour ensuite faire des applications médicales à l'humain.